Bonjour, Monsieur Germain Zinga. Bonjour. Pourrez-vous vous présenter auprès des téléspectateurs et d'internautes qui nous suivent? Pour répondre à votre demande, je suis un citoyen du monde, mais précisément, je suis né, j'ai grandi dans la République démocratique du Congo, donc je suis congolais de naissance, congolais et fier de l'être. Voilà. En lisant votre livre « Stratégie de domestication d'un peuple », j'ai été très frappé ou scandalisé par l'image que dégage ce verbe « domestiquer », souvent utilisé pour être appliqué aux animaux. Et, effectivement, je comprends votre émotion d'être scandalisé par l'emploi du verbe domestiquer appliqué aux êtres humains. Par contre, quand on parle de domestiquer, il s'agit d'une entreprise d'apprivoiser au fait un être de manière à ce que vous donnez les ordres qui vous obéissent à 100%. Donc ici, quand j'ai utilisé le verbe de domestiquer un peuple, je faisais référence aux travaux d'un généticien qu'on appelle Dimitri Berliev, qui est un russe, qui a fait des travaux sur des renards. Et il a regroupé 100 renards, 30 femelles et 70 mâles. Et il a réparti ces renards en 3 catégories. Il y avait la première catégorie des renards qu'on appelle des renards hostiles, c'est-à-dire qui ne voulaient pas se laisser toucher par les lévères et qui mordaient quiconque les touchait. Il y avait des renards indifférents qui se laissaient toucher mais qui étaient assez réservés, qui ne voulaient pas être touchés, qui ne voulaient pas vivre avec les autres. Mais il y a la 3e catégorie de ce qu'on appelait les renards dociles. Et alors, ce généticien russe a commencé par éliminer les renards hostiles et les renards indifférents pour ne laisser croiser entre eux que les renards dociles à qui il pouvait donner les ordres. Les expériences de Dimitri Berliev sont appliquées aujourd'hui sur les genres humains, sur des peuples entiers, sur des groupes humains, pour rendre des gens dociles, des gens à qui on donne les ordres et qui obéissent aveuglement pour faire ce qu'ils veulent, pour que ceux qui commandent fassent ce qu'ils veulent. Je crois qu'en parlant de domestication d'un peuple, cet apprivoisement que je voulais dire, ça consiste justement en cette expérience justement de regrouper des gens en les mettant dans une masse, dans un endroit bien déterminé et leur faire ce qu'on veut, sans qu'ils puissent avoir un atermoiement de refus de leur part. C'est un peu cela qu'il faut entendre par le terme domestiquer un peuple. Ça scandalise, mais malheureusement, c'est une réalité qui est vécue aujourd'hui, pas seulement en Afrique, mais dans beaucoup de continents, la plupart des continents, c'est une réalité qu'on vit. Quelles sont précisément les stratégies pour domestiquer un peuple? Les stratégies de domestication d'un peuple sont multiples. La première stratégie, c'est d'abord celle de la massification d'un peuple, c'est-à-dire on les met ensemble et à travers les travaux des médias, on leur impose une manière de dire, de parler, une manière de penser, une manière de voir. C'est-à-dire ce n'est plus eux qui voient, mais on leur impose au fait un jugement qui n'est pas le leur. Et ça devient tellement visible dans le monde mondialisé aujourd'hui. Et les médias, que ce soit la télévision, que ce soit la radio ou l'Internet, participent justement à ce travail de massification des peuples. Il y a une deuxième stratégie, c'est la stratégie de la fabrication du consentement, c'est-à-dire l'opinion nationale, ce n'est pas la base, ce n'est pas le peuple qui pense, mais en fait on lui impose par des décideurs cachés, par les mains invisibles qui arrivent à imposer une manière de réfléchir, une manière de penser. Et il y a une 3e stratégie, justement, ce qu'on appelle en anglais le mind control, c'est-à-dire le contrôle des esprits. C'est-à-dire, on monte des stratégies pour que le peuple n'ait pas le temps de réfléchir en lui-même. Il y a des gens qui s'emploient à pouvoir pousser le peuple à penser d'une certaine manière, à lui faire vouloir peut-être ce qu'il n'aurait pas voulu à des conditions normales. Et au Congo, il y a une 4e stratégie qu'on appelle les divertir pour dominer. Et donc, dans ces divertissements, l'instrument principal, justement, c'est ce qui transpire l'injure BMW. Il y a la bière, il y a la musique, il y a la femme. Il faut provoquer le plus possible le divertissement pour que le peuple soit incapable de pouvoir penser par lui-même et de pouvoir réfléchir sur son destin. Qu'entendez-vous par zoo humain tel que vous le décrivez à la page 189 de votre livre? Par zoo humain, j'entends, tel que je l'ai décrit à la page 189 de mon livre,
Les zoos humains, en fait, quand on parle des zoos en grec, ces zoon, ça signifie être vivant. Et parmi les êtres vivants, il y a les plantes qu'on voit dans les jardins botaniques, il y a les animaux qu'on voit dans les jardins zoologiques, mais il y a les hommes qui sont la troisième catégorie des êtres vivants qu'on voit dans les zoos humains. Et les zoos humains, même si ça vous scandalise, mais c'est une réalité qui existe depuis le 19e siècle. Les premiers zoos humains, où on a vu les êtres humains mis au parc avec les animaux, c'est d'abord à Chicago, en 1893. Et puis alors ensuite, c'était à Saint-Louis, toujours aux États-Unis, en 1894. Et en France, on a eu dans les bois de Boulogne, et en Allemagne, à Francfort, et à Amsterdam, en Hollande, il y a eu partout, au 19e siècle, les réalités des zoos humains. Mais ce n'est pas quelque chose du passé, parce que si vous allez voir en 1994, il y a eu ces villages Maasai qu'on a installés en France, où les gens défilaient pour venir voir ces pygmées, ces gens venus d'un autre monde, d'une autre planète qui étaient exposés là-bas. C'est une autre manière aussi d'exposition des êtres humains comme objet de curiosité. Donc les problèmes des zoos humains, c'est une problématique actuelle. Et cette problématique, ce n'est pas seulement que les Occidentaux les font, mais on voit également qu'en Afrique, quand on voit le musicien qui expose des filles à des menus pour danser, pour attirer la curiosité et attiser le bonheur des téléspectateurs, il y a une espèce de zoo qui se manifeste. Et dans mon livre, j'ai aussi développé cette théorie des zoos à travers deux réalités que j'ai observées en Belgique et en France. En Belgique, à la porte de Namur, j'ai vu comment on arrivait à parquer les êtres humains dans un quartier qu'on appelle Matongé, où les Noirs sont tous ensemble, ils ont choisi d'être ensemble et au lieu de s'intégrer dans la communauté européenne, dans la communauté belge, ils vivent ensemble, partageant leur manière de vivre l'Afrique sans pouvoir s'intégrer dans cette Europe. Quand vous allez dans le 18e arrondissement de Paris, on retrouve le même phénomène au Château Rouge, où vous voyez les Noirs, non pas seulement que les Blancs les ont contraints à vivre là-bas, mais d'eux-mêmes, ils se sont donné rendez-vous dans un quartier pour ne pas vivre avec le Blanc, à être ensemble là-bas. Donc ils ont créé d'une manière ou d'une autre un parc humain au sein des quartiers d'Europe, des grandes villes d'Europe. Il y a des zoos humains qui se sont créés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une réalité, j'aimerais bien qu'on y réfléchisse dans les jours qui viennent, parce qu'alors il y a une espèce de cloisonnement dans une même société, on ne vit pas de la même manière, il y en a qui vivent dans un autre monde, et cela ne peut pas continuer parce que ça crée une espèce de dérive, ça met une espèce de barrière symbolique entre différents groupes qui vivent dans un même endroit. Vous affirmez ainsi qu'au sommet de la hiérarchie de ces parcs humains, il y a des donneurs des ordres. Au sommet de la hiérarchie des donneurs des ordres, il y a donc ce qu'on appelle le bloc anglo-saxon, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni et il y a le multinational, au fait. Ce sont ceux-là qui donnent les ordres. Et en lisant les livres de Mohindo, L'albero che nasconde la foresta, ce livre justement arrive à très bien expliquer comment, dans la crise qui déchire l'Afrique aujourd'hui, nous avons comment dire, le supermente, il y a le mente et la braccia armata. Donc dans la crise qui déchire le Congo, il y a les grands décideurs au sommet des éleveurs. C'est là qu'on appelle, c'est dont j'ai cité les noms, les États-Unis, le Royaume-Uni et les multinationales. Mais ils ont sur place, ils ont ce qu'on appelle leading from behind, c'est-à-dire ils gouvernent par derrière, ils ne peuvent pas se présenter comme tels en Afrique. Ils ont sur place des lieutenants qui exécutent leurs ordres. Et ces lieutenants ne vont pas eux-mêmes sur le théâtre des guerres et des conflits. Ils ont des bras armés, dont toutes ces rébellions que nous avons au Congo, qui sont en train de faire souffrir le Congo, où il y a déjà plus de 6 millions de morts. Justement, ce travail de basse besogne exécuté par ces rébellions armées, qui sont les bras armés au fait de ces décideurs, des hauts décideurs et des décideurs sur place, les décideurs qui sont Kagame et Museveni. C'est très important, cette problématique est tellement importante parce que dans les jours qui viennent, c'est important que l'élite congolaise comprenne qu'il ne pourra jamais résoudre les problèmes de la guerre s'il ne voit pas dans la chaîne de commandement d'où viennent les ordres qui provoquent la guerre. Nous sommes en train de nous attaquer au fait à des gens qui reçoivent les ordres sans pouvoir aller au fond du problème pour voir d'où viennent les ordres et que s'il faut négocier dans l'avenir pour que les conflits puissent cesser, nous devons savoir qui est réellement le vrai donneur des ordres. Parce que si nous savons que nous négocions avec les donneurs des ordres, là je crois que nous pouvons arriver à entrevoir des solutions de paix dans les jours qui viennent. Cela est tellement important
que j'attire vraiment l'attention des internautes et des téléspectateurs sur cette question-là. Que peut-être les personnes sur lesquelles on s'acharne, oui, nous avons le droit de nous acharner sur eux, mais ce sont des gens qui reçoivent les ordres d'un autre. Et moi, ça me fait très mal de voir l'élite congolaise qui mobilise des voyages en avion pour aller à Washington ou à New York chercher des problèmes, pendant qu'on sait que les ordres pour que le Rwanda et l'Ouganda nous attaquent viennent de là. Et vous voyez l'élite congolaise qui va chercher des problèmes chez les bourreaux qui envoient des ordres. Voilà que nous devenons tellement ridicules nous-mêmes et que cela ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Revenons à présenter l'injure BMW, qui vient faire la voiture allemande dans votre livre. Quand je parle de BMW, ce n'est pas la voiture allemande. BMW, c'est un terme technique qui a été trouvé par le président ougandais Kaguta Museveni, qu'il a appliqué un jour sur l'élite intellectuelle congolaise. Et cette terminologie a été reprise par la plupart des pays de l'Est. Au moment où je vous parle, c'est une terminologie, un concept qui est repris par la plupart des 5 continents quand on veut qualifier les Congolais. Ça signifie simplement beer, music et women. Et que les gens sont convaincus que les Congolais sont bons pour la bière, pour la musique et pour la femme. Et qu'ils sont incapables de prendre les responsabilités parce que tout ce qui les intéresse du matin au soir, c'est prendre la bière, danser et chercher la femme. Mais au fait, ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire, au fait. Mais en réalité, cette injure, tout en nous blessant au plus profond de nous-mêmes, c'est une communication politique, dans le sens qu'ils veulent, au fait, justifier l'œuvre l'œuvre de mise à sac de tout un pays et de tout un peuple qui veulent détruire. Mais comme le disait Jacques Semelin, il n'y a pas de génocides qui sont exécutés sans avoir une idéologie derrière. Et même chose pour ceux qui arrivent au Congo, s'ils ont déjà tué 6 millions de personnes, ils veulent sont en train de chercher les justifications de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de tueries et au niveau d'exploitation du sol et des sous-sols congolais. Ils cherchent des justifications. Et donc, cette injure BMW entre dans une communication politique pour essayer de motiver, de justifier l'impensable qu'ils sont en train de faire sur le territoire congolais. Cette injure, c'est une communication politique pour pouvoir justifier l'injustifiable. En quoi cette injure est-elle une arme de distraction massive? Cette injure est une arme de distraction massive dans le sens où, dans mes recherches à moi, quand j'ai lu, quand je suis parti au musée de Tervuren, j'ai découvert donc toutes les brasseries, comme la brasserie Bras Congo, qui était ouverte au Congo en 1949, avait dès le départ comme chef un général de corps d'armée. Ça m'a tellement tiqué de voir qu'une brasserie soit dirigée par un général de corps d'armée qui s'appelait Dupont. Et à sa mort, 4 ans après, il a été remplacé également par un autre général de corps d'armée qu'on appelait Leclerc. Cela a attiré mon attention. Et je me suis rendu compte donc que ces brasseries n'avaient pas seulement pour rôle de fournir la boisson aux gens. Mais en cette période où ont été ouvertes les brasseries, en période de troubles du Congo entre 50 et 60, où le peuple avait commencé à prendre conscience de l'état d'esclavage colonial où il était et qui voulait commencer à demander l'indépendance, je crois que les colonisateurs avaient compris qu'en mettant la bière à gogo dans ces peuples-là, il va l'endormir. En tout cas, les Américains ont fait ça avec les Indiens. Quand ils voulaient l'endormir, ils ont amené beaucoup d'alcool chez les Indiens. Et au moment où ils ont commencé à se saouler, ils ne savaient plus se révolter contre l'occupant de leur terre. Et donc, les Belges ont mis les généraux pour vous faire croire que la brasserie était une espèce de 5e colonne pour pouvoir endormir tout un peuple. Ce que les canons n'avaient pas réussi à faire, ils croyaient qu'avec la boisson, ils pouvaient le faire. Cela a réveillé mon attention. Et donc, je me suis dit, donc cette boisson, la bière, entre dans des stratégies de domination d'un peuple, dans des stratégies de distraire un peuple pour l'empêcher de pouvoir prendre ses responsabilités devant l'histoire, de pouvoir prendre son destin en main. Mais il n'y a pas de bière sans connivence avec la musique au Congo, parce que cette bière, ces brasseries font les sponsoring des grands concerts musicaux, et vous allez voir que la plupart de ces grands musiciens, dont je ne cite pas les noms ici, la plupart sont en connivence avec les sociétés brassicoles. Et entre les musiciens et entre les sociétés brassicoles, il y a la femme qui intervient. Cette femme, il faut la concevoir comme un stratagème politique, comme une machine de guerre. Au Congo, en Afrique, dans la plupart des pays dominés, la femme est une machine de guerre. C'est elle qui cuisine tous les esprits qui commencent à réfléchir. Elle les cuisine
de manière à ce que la plupart des intellectuels deviennent non pas seulement des esclaves de la femme, mais des esclaves dans la femme. Et donc, la femme ici, il faut faire une approche, non pas une approche esthétique de la femme qui est belle, mais dans mon livre, j'essaie de faire une approche balistique de la femme. Dans la mesure où on se rend compte que cette femme, la femme devient, comment dire, un autre char de combat des forces d'occupation de nos terres et qui veulent absolument nous dominer, non pas seulement en tirant sur nous avec des armes, mais aussi en utilisant les gens que nous avons sur place, les musiciens, les femmes. Et donc pour nous, dans l'étape actuelle du combat pour libérer le Congo, si nous ne comprenons pas que la bière, la femme et la musique deviennent l'ennemi numéro un que nous avons accepté librement de consommer, si nous ne refusons pas d'une manière ferme ces trois facteurs-là, ils utiliseront ça toujours comme arme pour pouvoir nous distraire massivement jusqu'à ce qu'un jour on se retrouve sans avoir notre pays entre les mains. Qu'entendez-vous par avatar de l'injure BMW? Cette injure BMW a des avatars, c'est-à-dire il y a une autre manière d'injurer un Congolais BMW. Il y a des avatars et je vais vous citer 4. Il y a d'abord le premier avatar, c'est lui-même le président Joseph Kabila qui en avril 2009, dans une conférence de presse à Colette Brackman, a dit quelque chose de très scandaleux en disant qu'il était en train de chercher 10 à 15 Congolais pour pouvoir construire le pays, mais il ne les trouvait pas. C'est une manière, au fait, de dire que c'est un peuple bon à rien, ou bon pour la musique, pour la femme et pour la danse. Et il y a une autre injure, c'était fait par James Kabarebe, qui est le ministre de la Défense du gouvernement congolais, qui, au plus fort de la guerre de M23, il a aussi fait une conférence de presse, toujours devant l'armée journaliste. Lui disait que l'armée du Congo et l'armée congolaise étaient incapables d'écraser même une mouche. Alors qu'on sait très bien que derrière le M23, c'était lui qui était le commandant principal. Mais alors, c'est lui aussi qui a infiltré toutes les forces militaires congolaises de manière à ce qu'on ne peut pas donner des ordres à nos soldats pour pouvoir combattre sur le terrain. Mais voilà qu'ils utilisent des communications politiques pour utiliser la même injure au fait BMW, mais d'une autre manière. Quand il dit je cherche 10 à 15 intellectuels congolais pour dire qu'il n'y a presque pas d'intellectuels au Congo. Ou quand il parle que l'armée congolaise est incapable d'écraser la mouche, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'armée dans ce pays. Ça, c'est au niveau de nos frères africains. Au niveau de l'Europe, nous avons vu que le 29 août 2012, c'était au mois de mai 2009, c'était le président Sarkozy qui, dans son discours au niveau des corps diplomatiques, il a prononcé une formule diplomatique qui a scandalisé tout le monde parce qu'il lui disait qu'il parlait du Congo, il y a un partage étrange des richesses et qui demandait donc à l'opinion internationale que les Rwandais puissent avoir un partage équitable avec les richesses du Congo. Parce que les Congolais eux-mêmes n'étaient pas capables de pouvoir gérer leur pays. Voilà une autre manière de dire, une autre façon de dire les BMW, l'injure BMW. Au fait de trouver des justifications internationales pour pouvoir exploiter le sol et les sous-sols congolais. Mais ce qui nous fait le plus mal, c'est ce que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, le 27 septembre 2012, lui, il a présenté le Kabila et Paul Kagame, il a pris la main de Paul Kagame, il l'a présenté comme le président du Congo, pendant que Kagame est le président du Rwanda. C'était un lapsus lingué qui est très parlant pour nous parce qu'on a compris qu'il ne se trompait pas, qu'il le faisait à dessein, qu'il avait fait semblant de se tromper, mais il ne se trompait pas. Parce que nous savons que dans l'opinion internationale, le vrai président du Congo, ce n'est pas Joseph Kabila, mais c'est le président rwandais, au fait, entre virgulettes rwandais, entre parenthèses rwandais, c'est lui qui est le vrai président, c'est lui qui donne les ordres à Kabila, qui est le cheval de Troie, au fait, du président rwandais. Et donc, dans le lapsus lingué du Ban Ki-moon, nous avons compris donc qu'est-ce que l'opinion internationale pense. Il nous a rendu un grand service, Ban Ki-moon, parce qu'il a dit haut, c'est que tout le monde en Occident pense bas. Et donc, nous avons compris donc que cette injure BMW a beaucoup d'avatars, que ce soit chez le président Kabila, que ce soit chez James Kabarebe ou que ce soit chez Ban Ki-moon, le président Nicolas Sarkozy. Nous voyons donc qu'en termes clairs, voyant l'importance des personnes qui parlent, des 4 étant des présidents, les 3 étant les présidents, le 4e étant secrétaire général d'une instance internationale, nous avons alors compris qu'est-ce que l'opinion internationale pense réellement du Congolais et qu'est-ce que l'opinion internationale pense du Congo à travers ces avatars.
En lisant votre livre, le lecteur a la nette impression que la situation politique du Congo est très grave. Doit-on pour cela verser dans le pessimisme absolu? Moi, je crois que ce n'est pas un pessimisme absolu. Mon livre n'a pas versé dans le pessimisme. Il a décrit les choses d'une manière objective et c'est dramatique. Moi, je crois que les plus grands drames que j'ai soulignés dans mon livre, c'est les grands scénarios, les 3 scénarios devant lesquels nous serons exposés dans les jours qui viennent, peut-être même avant 2016. Voyez la politique des donneurs des ordres dans l'avenir du Congo. Voyant ce qu'ils veulent exactement en tropicalisant la démocratie. Ils ne veulent pas qu'il y ait la démocratie au Congo. Ils veulent une démocratie indigénisée au fait. Ils veulent une démocratie à l'africaine où au fait nous avons le droit de lire mais pas de choisir notre chef. Ce qu'ils veulent au fait c'est quoi? Ils veulent que nous arrivions à ces 3 scénarios politiques dans les jours qui viennent. Le premier scénario, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, le scénario qu'on appelle le scénario des Apaches et des Sioux. Ce scénario, c'est ce scénario d'extermination d'un peuple. Et tout ce qu'on est en train de voir à l'est du pays, au fait, nous avons vraiment commencé le scénario d'extermination d'un peuple parce que dans les informations qui nous parviennent, nous savons par exemple que la plupart des soldats qui sont envoyés à l'est sont des soldats séropositifs. On est en train de tuer les femmes, de les violer. Au fait, la femme étant l'avenir de la nation, c'est lui qui peut générer les générations futures. Le combat contre la femme, c'est le combat contre l'avenir même du pays. Et donc, ce scénario d'extermination du Congo, c'est une réalité tout à fait qu'on peut envisager du Congolais. L'extermination du Congolais, c'est un scénario qu'on peut envisager d'une manière claire. Le deuxième scénario, c'est le scénario de la Palestine. Parce que c'est un grand péché que d'être voisin d'un pays qui a connu le génocide. On est en train de voir avec la Palestine. Mais le Congo a comme péché d'avoir été voisin du Rwanda qui a connu le génocide en 1994. Et vous voyez que le traitement qui est réservé aux voisins d'un pays qui a connu le génocide, c'est comme si c'est lui le bouc émissaire de tous les mal qui s'est commis dans ce pays de génocide. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. La Palestine est marginalisée. Et on voit aujourd'hui que le Congo est réellement marginalisé par rapport à l'opinion internationale. Il n'y a personne, mais alors personne qui s'intéresse à la vraie problématique de ce qui se passe au Congo. Tout le monde fait semblant d'en parler, mais au fait, il n'y a personne qui veut aller dans le fond du problème pour résoudre les problèmes congolais. Et donc, nous sommes complètement marginalisés, comme ça n'est le cas de la Palestine. Les choses ne sont pas encore vues clairement. Mais les jours qui viennent, je n'aimerais pas que j'ai raison, mais moi, je suis en train de voir que nous sommes en train d'aller tout droit vers ce scénario-là. Le troisième scénario, c'est le scénario du Kosovo, de la balkanisation. Nous sommes en train d'aller vers ce scénario où peut-être, selon les informations qui sont à ma portée, il y a dans l'opinion internationale, et comme l'a dit Herman Cohen, c'est encore nous qui parlons du Kivu, comme c'était une partie du Congo. Parce que dans le département d'État américain, le Kivu est déjà un pays à part entière, qu'on appelle la République des volcans. Et nous apprenons derrière, et hier je parlais avec quelqu'un qui me disait que dans cette République des volcans, on est déjà en train d'initier une nouvelle constitution qui va régir cette partie, l'ancienne partie des territoires congolais. Si nous n'ouvrons pas les yeux, nous allons nous rendre compte un moment que le Congo est balkanisé en plusieurs petites républiquettes et que nous ne saurons même plus quel est le passeport que nous portons, à quel pays nous appartenons réellement. Donc ces 3 scénarios, les scénarios d'extermination, les scénarios de marginalisation, les scénarios de balkanisation sont les 3 scénarios devant lesquels le peuple congolais est exposé. Je crois personnellement, il faut prendre très au sérieux les livres de Baracheste, où il a parlé de géopolitique des matières premières au Congo. Il a souligné cela, que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le Congo se trouve devant l'implosion totale où il a en train de perdre et son territoire, et son peuple, et ses richesses. J'aimerais vraiment que mes compatriotes puissent lire cet auteur Baracheste pour pouvoir mieux comprendre devant quel défi de l'histoire nous sommes. Ou si nous n'allons pas prononcer un nom définitif, nous sommes peut-être condamnés à disparaître dans les jours qui viennent. Que proposez-vous en contrepartie? Ce que je propose personnellement, c'est d'abord qu'on soit capable de pouvoir, par rapport à la problématique de mon livre où on parle de BMW, justement de la bière, de la musique et de la femme qui sont utilisées comme instrument de domination et de domestication de tout un peuple, la première chose que les Congolais doivent faire, c'est de prononcer un triple non
ferme et radical. Il faut qu'on soit ferme et radical. Quand je dis un triple non, on doit dire non à la musique, non pas simplement qu'on doit empêcher les musiciens de venir jouer en Europe dans les concerts, mais que dans nos maisons et dans nos voitures, qu'on dise non, on ne veut même plus écouter cette musique qui nous abrutit parce que le contenu de cette musique, c'est un contenu abrutissant et que nous devons être capables de dire quelle est la musique que nous pouvons écouter qu'on ne peut pas écouter. Cette musique-là, telle qu'elle est faite par les musiciens congolais, c'est une musique qui abrutit et qui nous rend capables d'être dominés jusqu'à l'éternité. Il y a aussi la capacité de dire non à la bière, parce qu'en sachant que l'alcool, c'est vraiment l'opium du peuple, ça nous empêche de réfléchir sur le destin de notre pays, sur notre avenir. Qu'on peut se dire désormais que jusqu'à la libération du Congo, je ne touche plus à la bière, je n'écoute plus à la musique, je ne touche plus à la femme. Qu'on puisse se dire ça comme slogan moteur pour pouvoir libérer notre peuple. C'est triple non. Si nous n'arrivons pas à les prononcer avec fermeté, je ne vois pas comment on peut sortir de ce cercle vicieux. Et la deuxième proposition qu'ils sont en train de faire, c'est justement cette transition de passer des partenariats des matières premières au partenariat des matières grises. Jusque-là, nous avons toujours dit que le Congo, c'était un scandale géologique, mais ce scandale géologique a été toujours pour le bonheur des autres. Ces matières premières n'ont jamais été des motifs de notre bonheur. Et donc, il faut passer à dire que cela est arrivé parce que nous n'avons jamais appris à pouvoir transformer de nous-mêmes les matières premières. Et donc, il faut passer à ce partenariat des matières premières vers des partenariats des matières grises de cerveau qui doivent commencer à penser l'avenir du Congo, à se mettre ensemble, à former des lobbies, à pouvoir former des groupes de réflexion pour voir qu'est-ce que sera l'avenir de notre pays. Et c'est un peu ce que disait le professeur Fouélé Dianguitouka quand il disait que nous devons commencer à dire d'où nous sommes venus, où nous sommes en train de partir. Cela doit être une réflexion des groupes. Nous devons avoir des intérêts communs. Nous devons savoir quels sont les intérêts, qu'est-ce que nous voulons réellement de notre pays. Et cela demande alors, ayant des intérêts communs, que nous puissions dire, bon, nous avons des intérêts communs, mettons les forces ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Il y a une troisième proposition pour pouvoir s'en sortir. C'est ce que je pense qu'au Congo, on ne pourra jamais libérer le Congo si on n'a pas libéré la femme congolaise. La libération du Congo partira de la femme congolaise. Non pas simplement parce que l'éducation dans la famille passe par la femme, mais que la femme, c'est la matrice de tout. Et que si la femme est traitée telle qu'on la traite sur le terrain de la guerre à l'Est, c'est-à-dire on la viole, on la détruit complètement, mais telle qu'on la traite sur les territoires qui semblent être en paix, comme à Kinshasa, comme dans d'autres villes, où c'est devenu un objet de plaisir, cette femme-là, tant qu'elle n'est pas libérée, le Congo ne peut pas espérer être à la libération. Le secret de libération d'un peuple, libérer la femme, c'est libérer tout un peuple. Et alors, il y a une quatrième proposition, c'est que je propose, moi, à mes compatriotes, que nous puissions déjà commencer à réfléchir sur l'après-Kabila. Parce qu'on a tous dit, Kabila doit partir en 2016. Et si on arrivait à faire partir Kabila en 2016, il n'y a même pas de solution d'alternative jusque-là. Nous ne savons pas comment on doit organiser l'après-Kabila. Et donc, c'est important que l'élite intellectuelle se mette ensemble pour pouvoir dire qu'est-ce que nous devenons si la guerre finit. Qu'est-ce que nous devenons si nous ne réfléchissons pas en termes de BMW et que nous commençons à prendre nos responsabilités. Nous devenons quoi? Est-ce que nous sommes capables de nous liguer, tous ceux qui veulent le changement au pays? Nous sommes capables de nous liguer pour pouvoir dire le pays doit aller de l'avant. Donc, il faut une réflexion approfondie de l'après-Kabila pour que le pays puisse continuer, puisse connaître des moments de prospérité et de paix. Et que nous-mêmes, nous puissions devenir aussi, pour les autres peuples qui nous regardent et qui nous voient, une source de bénédiction. Un mot de la fin? Il n'y a pas un mot de la fin, Madame la journaliste. Je crois que il y a plutôt, nous ne sommes qu'au commencement. C'est une nouvelle histoire qui commence. Et moi, je suis optimiste. Je sais que cette crise était très importante pour le peuple congolais parce que nous sommes venus de loin. Nous n'avons connu que des abrutissements après abrutissements. Et que ce qui va arriver maintenant, c'est essayer de nous réveiller après tous ces traumatismes que nous avons connus, connaître un nouveau réveil. Et c'est cela que mon livre a voulu viser, que nous puissions comprendre les enjeux actuels devant lesquels nous sommes placés. Notre peuple se trouve dans le tournant d'une histoire où, à tout moment, il peut disparaître de la carte géographique. Il se peut que les jours qui viennent, si nous ne prenons pas nos responsabilités, peut-être dans 2 ou 3, 4 ans, qu'on ne parlera plus du peuple congolais tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est quand même très grave la situation que nous trouvons. Et donc ce que mon livre a voulu provoquer, c'est provoquer une espèce de réveil de conscience. Et ce réveil de conscience doit provoquer aussi un réveil de cerveau pour dire « Oh, basta,
oh, pardon, ça c'est en italien, je parle en italien, ça suffit. Nous ne pouvons pas continuer à parler comme ça, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Il va falloir que nous puissions prendre notre destin en main pour que l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants puisse être assuré sans perdre 1 millimètre carré de terre tel qu'il nous a été légué par nos ancêtres. C'est un cri que je lance à toute l'élite intellectuelle congolaise, à tout le peuple congolais, à tous ceux qui aiment notre pays. Et je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui nous aiment vraiment, qui sont en Occident, qui sont en Italie, ici, en France, en Amérique, dans beaucoup de pays. Les peuples nous aiment, ces peuples-là nous aiment. Et c'était là, nous comptons sur leur amitié pour pouvoir mobiliser l'opinion internationale afin que cessent les tueries en masse au Congo. Nous sommes déjà à 6 millions de morts et le fait même que les télévisions, les radios occidentales n'en parlent pas, c'est vraiment un scandale. On ne peut pas les comprendre. Et les jours qui viennent, quand cette affaire-là sera connue, ça sera une honte pour l'humanité. Quand je vois comment les voix s'élèvent, quand il y a un individu qui a été tué dans une ville ici en Italie ou en France, et qu'on voit un peuple qui a déjà perdu 6 millions de personnes en une décennie, et qu'il n'y a pas de voix qui s'élève pour dire non, moi je trouve que c'est assez scandaleux. Étant donné qu'il n'y a personne qui sait le faire à notre place, il est temps que les Congolais prennent les responsabilités pour crier haut, pour dire haut et fort, pour dire ça doit suffire, ça ne doit pas continuer comme ça. Et c'est cela, je crois, que nous sommes tous appelés à faire, chercher des stratégies pour que nous ne répondons pas à la violence par la violence, mais que nous cherchons par des voies de paix, par la force des cerveaux, par la force des nouvelles alliances, créer un avenir nouveau. Imaginez un nouveau Congo où on est en paix avec les autres, on est en paix avec soi-même, où nous pouvons devenir pour le monde entier aussi, dans les rendez-vous du donner et du recevoir, que nous soyons capables de donner quelque chose à la marche des nations aujourd'hui. Merci.